Bonjour mesdames et messieurs, on va commencer cette première table ronde de l'après-midi. C'est un après-midi qui clôt à peu près 4 mois de projet au MUDAC sur ce projet des archives du design roman qui aura vu environ 17 interviews de designers, une quinzaine de tables rondes. On n'a pas compté la totalité des intervenants, ça a été un énorme projet. Qu'on a mené avec Diane Mechler, qui est collaboratrice scientifique au MUDAC et moi-même. Je profite de la remercier du travail assez colossal d'organiser toutes ces rencontres, tables rondes, interviews, captations également. Vous avez vu qu'on a une technologie assez incroyable pour effectivement filmer et enregistrer toutes ces rencontres. Donc je remercie Nous Productions de nous avoir accompagnés sur la totalité effectivement de ces captations qui font déjà archives sur notre projet que vous pouvez retrouver également sur notre canal YouTube MUDAC ou sur notre site internet. Donc ce que vous avez raté, vous pouvez le retrouver en ligne. Et donc cet après-midi, on va s'interroger sur d'autres aspects liés on va dire à la fortune critique, un peu du design en Suisse romande, comment le design finalement se retrouve soutenu, validé, transmis à travers la presse notamment, mais aussi validé, soutenu par des organes étatiques qui seront l'objet de la deuxième table ronde de cet après-midi. Et au final, on va s'interroger sur l'intelligence artificielle et les nouveaux outils qui peuvent nous aider, nous, MUDAC, mais autres institutions, à développer ce projet des archives du design roman. Petite anecdote également, j'en parlais avec une amie dans le public. Il s'avère que d'autres musées en Europe s'intéressent à la même problématique nationale du design chez eux. Et le musée Den Bosch en Hollande va réaliser, à partir du mois de février, une exposition justement sur le rôle du design en Hollande et le rôle des musées de design et d'art appliqué. Le MUDAC est invité à participer, ils ont invité 5 musées européens à venir échanger sur finalement ce que signifie le design d'un point de vue national, mais aussi comment le soutenir, le développer, et comment tout ça crée finalement une sorte d'industrie et de renouveau pour les créateurs. Donc ça nous permet au MUDAC de ne pas se sentir seul, de voir qu'on réfléchit de manière globale, même si ici on essaie de réfléchir à un niveau territorial assez précis, mais de voir que ces préoccupations finalement habitent nos collègues de musées européens également. Donc sans plus attendre, on va commencer à cette première table ronde dédiée à la presse. Je profite d'excuser Madame Corinne Stuby de la revue Maison et Ambiance qui est souffrante et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Mais nous avons 2 autres invités de marque qui vont nous accompagner. Je salue Séverine Sass qui est rédactrice en chef adjointe du magazine T Le Temps, et Maroun Zahar, rédacteur en chef de la revue Espace Contemporain. Donc merci à vous deux d'être parmi nous cet après-midi. Et avant peut-être d'entrer dans des questions plus précises sur l'objet qui nous intéresse cet après-midi, peut-être d'abord vous, Séverine, et ensuite Maroun, nous parler peut-être brièvement de l'identité de vos magazines respectifs, des objectifs qu'ils dessinent et la manière dont vous vous positionnez effectivement de manière globale sur la scène du design. C'est moi qui commence. Alors, oui. Maroun, okay. Très bien. En fait, je pense parce que comme tu t'es adressé à Séverine au début, je pensais que c'était elle. Donc, en fait, donc nous, le magazine Espace Contemporain a été fondé en 2004. Il faut dire qu'avant 2004, les magazines qui existaient, il y avait Tendance Déco et Maison Ambiance. Et la scène médiatique autour du design roman était un peu assez paradoxale ou divisée d'une manière un peu bizarre. Moi, je suis arrivé en 2000. Il y avait à l'EPFL et au MUDAC une intelligentsia qui était assez pointue, qui faisait un design et une architecture de très grande qualité. Mais au niveau des médias, il y avait Tendance Déco, Maison Ambiance. Puis à l'époque, Maison Ambiance, il n'y avait pas Corinne, donc ce n'était pas le magazine que c'est actuellement. Ce qui fait que nous, quand on a créé Espace Contemporain, un des objectifs, c'était de créer un média qui soit à la hauteur déjà du milieu qui existe,
Et puis, l'autre mission qu'on s'était un peu fixée, c'est de dire qu'on va faire l'interface entre les professionnels et le grand public. Autre aspect donc, de cette époque-là, c'est que le design était alémanique. Et pourtant, dans le monde entier, donc, le design était en train de se développer. Donc, il faut dire que les années 90, c'était des années super intéressantes au niveau du design. Il y a eu l'émergence des Jasper Morrison, des Ron Arad. Donc le design était un domaine culturel en pleine expansion. Et en Suisse romande, on sentait que ça venait, mais il n'y avait pas encore cette intelligentsia qui pouvait le porter. Donc l'école, bien sûr que Pierre Keller est arrivé à la fin des années 90, mais on a commencé à entendre vraiment parler d'école dans les années 2000. Donc l'autre mission qu'on s'était fixée, c'était de dire on va faire le lien entre Suisse romande et Suisse alémanique. Parce que c'est là-bas que le design se passe et qu'il fallait faire quelque chose. Avec ça, donc ça c'était les grands axes, mais comment le faire? On a dit pour réussir donc, un magazine papier, il ne suffit pas juste de faire de beaux articles. C'est vrai qu'il y avait de bons articles qui étaient dans les médias, mais ça se passait dans le temps à l'époque, donc avec des journalistes comme Laurette Cohen ou Mireille Descombes qui écrivaient aussi dans l'hebdo, mais c'était vraiment très ponctuel. On s'est dit que pour réussir notre mission, il fallait donc non seulement être une interface, mais être aussi une plateforme. Et qu'est-ce qu'on entendait par plateforme? C'est être un magazine qui est actif, qui crée des liens, qui crée des événements, qui réunit les gens. Et puis à partir de là, on a commencé à créer des événements, des tables rondes, des expositions itinérantes. Donc là, j'ai pris quelques photos, donc je ne sais pas si je peux les montrer. Donc, on a commencé, donc ça c'est les Design Days. Donc, avant, donc, Design Days a été lancé plus ou moins en 2007. Donc Espace Contemporain était en 2004. Entre 2004 et 2007, on a fait un ensemble de petits événements, de tables rondes comme celle-là. Donc ça c'était une table ronde où il y avait autour de la table donc des jeunes designers de l'école. Donc à l'époque il y avait Adrien Rovero, Big Game, Chantal Frodon, Laurette, et puis surtout des acteurs, donc des acteurs du marché, donc Théo Jacob, Arcadia, Moyard, etc. Et puis quelques années après, on a lancé une sorte de sélection annuelle. Donc on ne va pas appeler ça un prix, parce qu'on dit, OK, il y avait quelques prix, les Design Prize, les prix fédéraux, etc. Mais chaque année, on faisait une sélection des meilleurs designs suisses de l'année. Et avec ces designs-là, on faisait des expositions itinérantes. Donc en Suisse romande ou même en Suisse alémanique. Et cette expo, par exemple, elle a été organisée à Milan. Donc ça s'appelle Il Gusto del Design. Donc c'était à l'époque où Milan il y avait l'expo universelle. Et puis celle-là, c'est une expo donc, dans le cadre des Zurich Design Weeks. Donc c'est une expo aussi de design. Je dis, c'est pas seulement roman. Hein. Donc il y a pas mal de romans, mais il y a aussi des designers alémaniques ou même tessinants. Et ça, c'est une photo des Design Days de la dernière édition. Donc il faut dire que pour faire tous ces événements, pour pouvoir mettre ça dans le magazine et créer un peu une communauté, construire un écosystème. Donc pour nous, en tant qu'espace contemporain, il y a eu beaucoup de travail et puis d'investissement. Et puis bien sûr que c'est grâce à une équipe où il y a là Clara et Patricia qui ont fait un monstre boulot et qui se donnent à fond, parce qu'un magazine papier qui fait autant d'événements, c'est pas évident. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais je crois que c'est ce qui a contribué à ce qu'on puisse s'établir sur le marché. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez long ou si je peux encore continuer. On va revenir sur certains points, mais non, c'est très bien. Merci Maroun. Séverine. Oui, alors, ça va être beaucoup plus succinct. Donc, le magazine T, c'est un supplément du journal Le Temps. On paraît le samedi toutes les 2 semaines. Et puis, le magazine a été lancé en 2017, mais il existait déjà avant des suppléments du Temps qui couvraient le design, notamment les hors-séries.
Nous, notre ligne, c'est vraiment de proposer des contenus qui sont à la fois intemporels, positifs, si possible, et étonnants. Et quand je dis intemporel, l'idée, c'est qu'on propose des contenus qui doivent avoir du sens 6 mois plus tard. Parce qu'on a envie que les gens aient envie de garder le magazine et de le réouvrir, parce qu'on n'a pas le temps tout le temps de tout lire. Et donc voilà, que ça s'inscrive dans une durée. Voilà. Et puis, on est quand même un magazine culturel au sens large. Donc, l'idée, c'est de proposer des ouvertures. Voilà, on ouvre des fenêtres sur le monde, que ce soit pour raconter des histoires, des traditions, des usages, des paysages. Et évidemment, on parle de création contemporaine. Et donc là, on couvre évidemment le design. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question qu'on va aborder plus tard, mais c'est quoi le design? C'est-à-dire... nous, on a une acceptation assez large du terme, c'est-à-dire qu'on va parler de design d'objets, design de mode, design de bijoux, design de montres, design graphique. Bon, la photo, c'est pas du design, on parle aussi de photo d'architecture. Mais évidemment que c'est important pour nous de couvrir le design, déjà premièrement parce que ça fait tout simplement partie de la culture. Et c'est un domaine de la culture qui fait aussi rayonner notre pays. Alors notre région, notre pays aussi. Et puis, ça fait partie de la culture, mais du point de vue d'un individu, de nos lecteurs, ça fait aussi partie des choix culturels qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire, le matin, on doit tous s'habiller, on a tous un intérieur, on choisit tous voilà, des meubles. Et donc, de la même façon qu'on choisit comment on s'habille, ce qu'on mange, on va choisir ce qu'on met chez soi. Et donc, ça fait partie d'une réflexion dans la vie comme une autre. Et donc, c'est important qu'un grand journal comme Le Temps et avec son magazine parle de ça. Et puis évidemment, comme Maroun l'a dit, on est quand même à côté d'une des plus grandes écoles d'Europe de design. Il se passe beaucoup de choses, donc c'est aussi notre mission de... Enfin voilà, nous on est vraiment au service de nos lecteurs, donc il faut qu'on puisse être le relais de ça. Voilà. Merci. Justement, c'est très bien que vous parliez du lectorat, tous les deux. Est-ce que vous avez des objectifs ou un lectorat cible, ou est-ce qu'au contraire, vous essayez d'avoir effectivement cette ouverture du monde du design et des formes différentes de design dont Séverine a déjà un peu défini un peu la largesse. Comment vous définissez effectivement votre lectorat? Moi, ce que j'ai dit au début, c'est que on visait les professionnels, le grand public, donc architectes, designers, décorateurs, architectes d'intérieur, donc ça c'est le milieu professionnel. Et puis dans le milieu du grand public, c'est principalement des amateurs. Donc Espace Contemporain reste un magazine spécialisé. Et à l'époque, donc le design, donc l'entendement du mot design, Séverine a évoqué le fait qu'aujourd'hui le design est une discipline qui est assez large, qui couvre plein de domaines. Et ça s'est surtout développé ces dernières années. Mais il faut dire que donc, les années 90-2000, donc, le design qui était un peu émergent, qui était un peu la locomotive un peu de ce qu'on entend par design, c'était celui d'objets et de meubles. Et puis là, donc, les premières années, en plus, on se rappelle donc, la production autour, que ce soit de l'ECAL ou même des grandes universités, parce que tu as parlé de ce qui se passe en Hollande, par exemple, autour de Eindhoven, ou même chez les Italiens. En fait, c'était le nouveau fauteuil, la nouvelle chaise, le nouveau luminaire. Et puis, notre cible, comme on est un magazine commercial, donc nous, Espace Contemporain, on dépend des annonceurs et des lecteurs, donc qui payent le magazine. Donc on n'est pas soutenu par des institutions ou quoi que ce soit. Donc notre cible est bien sûr donc, cette intelligentsia dont j'ai parlé au début, donc des gens qui savent de quoi on parle, des designers et tout ça, mais aussi un grand public et puis surtout le marché. Et puis ça a été une des difficultés de nos débuts. C'est qu'on était un magazine commercial qui doit toucher un large public. Et si je prends le cas de l'ECAL, et puis Céline qui est là, il peut attester, on était légèrement snobé par l'ECAL, qu'on ne pouvait pas mettre sur le même niveau... Non, mais on ne pouvait pas mettre sur le même niveau tous les designs produits en Suisse. Et puis notre point de vue, c'est de dire, d'accord, on ne peut pas mettre sur le même niveau ce design et ce design, mais on a une mission, c'est de trouver cet espace
commun où des gens qui vendent le design, comme Batiplus, Théo Jacob et autres, avec des super designers de l'école. Et puis à l'époque, quand on parlait avec l'équipe de Pierre Keller, c'était nous, la Suisse romande, elle ne nous intéresse pas. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'international. Donc notre lectorat était un peu, on essayait un peu de toucher ces deux bords, tout en étant assez crédible. Et pour être assez crédible, donc il y avait les interventions des professionnels, donc ces tables rondes qu'on organisait, les événements qu'on organisait. Et puis surtout, on était plus, j'allais dire, pas respecté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on avait plus de relations de partenariat avec les Suisses alémaniques, donc avec Design Prize, Design Study et tout ça, qu'avec, si je prends le cas de l'ECAL ici, donc la première organisation des Design Days avec l'ECAL, c'était très bien, mais la deuxième, ils se demandaient s'ils allaient reprendre, avant qu'on ait vraiment une super relation depuis quelques années. Donc, en fait, tout ça pour dire que l'écart entre le grand public, celui des amateurs, celui du marché, et puis l'intelligentsia, nous, on a dû un peu établir ces ponts. Donc faire des articles, faire des tables rondes, faire des expositions, mettre des gens ensemble. Donc, par exemple, quand on mettait des gens du marché et puis des super intellectuels, ils se disaient, mais on n'est pas du même niveau. Comment vous nous mettez, nous, avec eux? Puis on essayait de dire, le design, c'est le marché. Et puis, il faut dire qu'au début, pour avoir aussi des subventions culturelles, les gens disaient, mais le design, ce n'est pas de la culture. Le design, c'est le marché. On ne peut pas vous donner de l'argent. Et ça a été aussi assez difficile. Donc, il a fallu aussi convaincre plusieurs institutions que le design, ce n'est pas une sous-culture, mais c'est une culture à part entière. Donc, en tout cas, donc, le toucher du lectorat et toucher des acteurs, pour nous, c'est primordial pour notre survie commerciale. Donc, c'est important. Oui. Merci. Là, ça va, il n'y a pas de... OK. Évidemment que nous, on a un positionnement très différent. Donc, notre lectorat est un lectorat généraliste. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a des gens qui nous lisent que le design intéresse a priori, mais la plupart du temps, on se dit, voilà, on a envie d'intéresser des gens que ça n'intéresse pas a priori. Et donc de les faire rentrer par des portes très différentes. Et ça peut être quelque chose de très spécialisé, une chaise, un diplôme d'étudiant, mais ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus inscrit dans la société, par exemple du design liturgique, la question de la durabilité. Voilà, on essaye d'entrer par différentes portes, mais j'aimerais quand même dire, on a effectivement le journal... le soutien d'institutions, ce qui ne nous dispense pas d'être rentable. Donc on sert nos lecteurs, mais on a aussi, voilà, on a des annonceurs, design par ailleurs, mais bon, voilà. Ça... Et du coup, peut-être, de quelle manière est-ce que vous choisissez de traiter le design roman? Est-ce que c'est plutôt via des portraits de designers, ou plutôt, vous parliez de portes d'entrée, ou plutôt par des thématiques? Qu'est-ce qui... Alors peut-être je peux, je peux vous montrer quelques exemples. Juste. Donc les différentes portes d'entrée. Alors on fait des portraits designers. Là je vous montre un exemple signé par mon collègue Selim Atakourt, ici présent. Je prends ce papier, je l'aime vraiment beaucoup pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, bon, comme je disais avant, il est intemporel, il est positif, il est étonnant. Mais ça parle, disons, ça parle d'esthétique. Donc on prend un objet folklorique, donc c'est deux designers issus de l'ECAL qui font des coucous à Renan. Voilà. Et donc il y a la question de l'objet du coucou, un objet a priori complètement suranné, et qu'est-ce qu'on peut en faire avec voilà, l'approche, qu'est-ce que le design peut en fait pour un objet déjà existant. Donc il y a la dimension esthétique, il y a la dimension de la durabilité, les matériaux qu'on utilise, il y a la question du localisme, parce qu'eux font tout de la conception à la production, ils travaillent avec des artisans locaux, voilà, on peut aussi faire du sur-mesure, donc il y a des riches princes saoudiens qui viennent faire leur coucou. Donc, typiquement là, pour un lectorat généraliste, c'est hyper
c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs aspects si on ne s'intéresse pas forcément aux questions formelles, il y a des questions peut-être plus sociétales qui traversent ce sujet. Et puis, c'est évidemment à côté de chez eux. Voilà, donc c'est tout à fait pertinent. Ça, c'est des portraits. On peut faire d'autres portraits comme... là, on parlera juste d'un canapé de panthère touron où on présente un objet, ce qui est aussi l'occasion de présenter le travail de designer de la région. Et puis, on peut avoir des approches plus thématiques. Donc, je disais le design liturgique. Donc là, c'est une problématique... on parle de l'Église, de la croyance, mais à travers le prisme de l'objet. Et donc, c'est très concernant pour les gens. Même les gens qui ne s'intéressent pas au design, ils vont se dire « Ah bah tiens, ça interroge quelque chose qui nous... » Voilà, notre rapport à la religion, c'est quelque chose c'est universel, quoi. Après, on peut faire des papiers peut-être plus techniques sur la durabilité, la question des matériaux dans le design. On peut aussi couvrir des projets de l'ECAL. Là, l'ECAL avait fait un projet avec Mini et on avait envoyé un journaliste qui nous racontait cette collaboration. C'était assez marrant parce que redessiner des volants de voiture, c'est pas tous les jours, c'est pas une chaise, quoi. Après, on couvre aussi des grands événements comme Milan, par exemple. Il y a aussi Toulon, la Design Parade, mais là, on fait un peu on essaye de repérer des tendances esthétiques. Parce que ça, les gens, ça les intéresse aussi, hein. Milan, c'est quand même un événement mondialement suivi. Et puis, encore une fois, tout le monde a besoin d'une chaise chez soi. Et donc, voilà, ça peut aussi intéresser des gens. Après, on a des plus petits formats qui sont des news. Bon, là, c'était un spécial design, il n'y a que du design. Mais voilà, on monte des projets qui nous plaisent, qui sont intéressants, qui sont d'actualité. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est le genre de... Et oui, on peut aussi mettre le design en couverture. Bon, là, en l'occurrence, Monsieur Kramer, il est designer et artiste. Et là, en l'occurrence, on parlait plutôt de son travail d'artiste. Mais c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse. Donc là, on donne une place plus large au design. On avait aussi eu Ronan Bourlec, qui n'est pas roman, mais enfin qui a un rapport très étroit avec l'ECAL, avec la région, et puis qui est quand même un designer suivi dans le monde entier. Donc voilà. Oui, donc ça couvre beaucoup d'aspects du design finalement. Ouais. Mais il y a aussi, on fait du bijou, on fait de la mode, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, on en a pour un moment. Mais on couvre beaucoup aussi ces disciplines, et l'horlogerie et le graphisme. Et toi, Maroun, est-ce que tu veux peut-être nous présenter quelques articles, un peu la variété des articles que vous écrivez? En fait, j'ai pas amené des articles à présenter, mais donc comme on est un magazine spécialisé, donc nous on est systématiquement à présenter du design, donc à le présenter, donc que ce soit au niveau des designers romans, ce qu'ils produisent, mais aussi ce qui se produit sur la scène internationale. Donc, par exemple, Séverine a parlé de Milan. Donc, nous, Milan, on est systématiquement à la couvrir et à donner une large part à Milan. Après, ce que j'avais dit, c'est que aussi, j'avais parlé de tables rondes, d'expos itinérantes, de couvrir le design santé. Donc, nous, il y a, comme c'est notre mission, en fait, notre vocation de parler du design, principalement du design roman. Donc il y a une large part du magazine qui est dédiée donc, à des portraits, à des produits, à des tendances. Par exemple, il y a quelques années, donc, Séverine a parlé de Philippe Kramer, donc il y a eu cette période dans les années 2010 et puis après, avec le design d'auteur, donc du design signé avec style design Miami. Et il y a eu une émergence de plusieurs éditeurs de design roman. C'était une période assez riche. Donc, il y avait style Nove, Galerie avec Nicole qui a lancé une collection. Il y avait Damien qui avait lancé Dadadoom, etc. Donc, ce sont des initiatives qu'on a vraiment accompagnées donc, plusieurs fois dans notre magazine. L'époque où il y avait vraiment une génération super productive de designers romans. Là aussi, en fait, on essayait de... Je ne dis pas de construire un narratif, mais
de construire tout l'écosystème roman du design. Donc, que ce soit les acteurs, les designers, donc il y a tout le temps des portraits. Et puis, on essaye souvent dans des rétrospectives de mettre, par exemple, qui sont les jeunes designers qui comptent, qui sont les designers actuellement qui sont assez établis. Après, bien sûr, il y a les comptes rendus. À chaque Design Prize, qui sont les nominés, qui sont ceux qui ont été lauréats. Pareil pour le Design Day, pareil pour les prix fédéraux. Donc on a systématiquement du design roman et du design dans notre magazine à tous les niveaux. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc ce qui était le plus important pour nous, c'est pas de viser juste une certaine catégorie de design, mais en fait le design sous ses différents aspects. Donc, par exemple, quand certaines enseignes donnent la possibilité à certains designers de faire des expos, ou d'éditer des petites séries, là aussi c'est ce genre d'initiative que nous, dans le magazine, on accompagne. Et ce qui était aussi intéressant dans les années 2005 jusqu'à 2020, il y avait beaucoup d'initiatives autour du design. Donc des expos, des jeunes designers qui lancent leur collection, des éditeurs qui se lancent, des fabricants locaux qui ne sont pas vraiment dans le design, mais qui trouvent que le design est un super vecteur de communication, donc ils font quelque chose. Et puis ça, pour nous, ça a été assez stimulant, parce que non seulement ça avait son écho dans le magazine, mais ça contribuait un peu à ce que j'appelle un écosystème assez vivant et dynamique. Oui, et justement, par rapport à ces portraits de designers, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie justement pour la reconnaissance de ces personnes-là? Une stratégie, vous voulez dire, pour nous? Pour les designers en premier lieu, mais pour vous en second lieu peut-être? Je pense que forcément qu'un designer ait un article sur lui dans la presse, j'espère que ça contribue un petit peu à sa notoriété. Après, je pense que le rôle de la presse a aussi beaucoup changé. Déjà, il y a beaucoup moins de titres. Et puis, il y a quand même le rôle énorme des réseaux sociaux. C'est-à-dire, mais ça c'est pour tout, hein, c'est pas que pour le design. C'est-à-dire que les gens qui ont moins de 30 ans, j'en connais, et ils s'informent énormément sur les réseaux sociaux. Ils n'achètent pas de journaux, ils n'achètent pas de magazines. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ils s'informent autrement, ils recherchent d'autres choses. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on n'a pas notre place, mais je pense que le rôle est différent. C'est-à-dire, ils n'ont plus forcément besoin de nous pour savoir ce qui se fait, en fait. Parce que c'est partout, tout le temps. Mais nous, on apporte autre chose. C'est peut-être dans la temporalité, je parlais d'intemporalité, justement, ou peut-être d'aller dans une forme de profondeur de champ, profondeur d'analyse. Voilà, je pense que le rôle a changé. Et oui, qu'on a... En fait, c'est une réflexion constante qu'on a. Comment on intéresse les gens et comment on est pertinent, comment on intéresse les gens plus jeunes aussi, parce que voilà, on a aussi des écoles, on a envie de faire vivre, on a envie d'être un acteur culturel aussi. Oui, je compléterai la question de Diane en vous demandant si effectivement, autant dans vos deux magazines, vous avez justement cette conscience de jouer un rôle dans la reconnaissance, comme le musée peut le faire, hein, au moment où on décide d'exposer tel ou tel travail de designer roman. De facto, il y a une sorte de validation qui est faite sur sa pensée, sa recherche et sa production. Comment vous, dans votre magazine, vous prenez en guillemets cette responsabilité, parce que c'en est une aussi, de valider, d'accompagner effectivement et d'offrir cette reconnaissance à tel travail? Comment vous vous positionnez effectivement par rapport à ce jeu d'acteurs important effectivement du milieu du design à travers vos magazines? En fait, donc oui, j'ai parlé tout début d'une mission ou comment dire de l'importance d'un rôle de créer des liens donc entre professionnels et grand public, et puis ensuite de construire un écosystème. Puis donc la démarche n'est pas comment dire philanthropique. C'est qu'un musée, effectivement, il a un rôle à jouer. Nous, on avait bien sûr une dimension philanthropique, et puis là, j'ai salué un peu l'équipe qui s'est vraiment donnée.
Mais bien sûr, il y avait un intérêt second, c'est-à-dire faire exister une scène, lui donner corps et créer des liens entre cette scène et puis le reste de l'environnement est important pour nous, pour notre promotion, pour notre développement. Et à partir de là, donc, ce que je parlais, c'est de faire écho à cela. Donc, faire des portraits de designers donc, de qualité ou des designers de moindre qualité, on ne les met pas au même niveau, mais on essaye comment dire, de donner toute la dimension de ce qui se produit en essayant d'extraire un peu ce qui est intéressant de ce qui se produit. Donc je m'explique un peu mieux, dans le sens que j'ai parlé du phénomène des éditeurs. Tout d'un coup, il y a une scène avec plusieurs éditeurs romans qui font un design de super qualité, avec des designers romans qui font un travail de super qualité. Là, c'est de la bonne matière. Comme dit Séverine, c'est vraiment des articles de fond qui sont intéressants, qu'on peut garder et qu'on peut un peu ressortir après en disant que voilà, on a fait notre travail. Après, il y a des situations où c'est moins pertinent. Donc, mais ça aussi, on l'a fait exister. Et puis on se dit que ce soit le design de qualité qu'on présente dans le magazine ou le design de moins bonne qualité, c'est tout cet écosystème qui va faire exister une scène. C'est-à-dire que si on prend les grands moments de n'importe quel phénomène culturel, il n'a pas existé que par les chefs de file. Il a existé par les chefs de file, mais aussi par l'ensemble de la société qui était autour. Donc des gens qui achètent, des gens qui s'y intéressent, des gens qui lisent. Et puis surtout, on avait une deuxième mission, c'est-à-dire que pour nous, comme on touchait un grand public, on ne voulait pas faire que de l'élitiste. On veut faire un design qui puisse parler à tout le monde. Et puis, ça, souvent, c'est une discussion qu'on a, nous, à l'interne, au sein de la rédaction, c'est comment on fait nos choix et pourquoi parfois montrer des choses qui sont de moins bonne qualité que les autres. Et puis, mon point de vue, c'est que si on veut vraiment toucher notre public roman, il ne faut pas être tout le temps là, parce qu'on va être déconnecté. Donc, ils vont dire, OK, c'est un magazine de spécialistes, je le mets de côté. Et puis c'est là que c'est une idée de démocratisation de la culture faisait un peu partie. Donc je sors un peu du sujet, mais c'est pour dire que juste on ne montrait pas que des portraits de designers de qualité, parfois on montrait des designers qui sont moins bons, avec en arrière-pensée, c'est qu'il fallait vraiment toucher notre public et puis établir des liens. Oui. Si je parle de nos critères de sélection, c'est vrai que la difficulté, je trouve, sur le design d'objets, enfin moi je compare ça à la mode parce que c'est un sujet sur lequel j'écris beaucoup. Si je prends la mode, par exemple, bon, c'est lié au corps, c'est quelque chose de profondément intime, et puis c'est aussi très médiatisé la mode, c'est-à-dire vous avez des défilés, il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup de... Sachari, c'est un marqueur social très fort. Enfin, je veux dire, un sac à main, c'est un marqueur social beaucoup plus fort qu'une chaise. Et donc, c'est aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le design, on peut vite tomber dans quelque chose de très technique. Et donc, on doit aussi trouver une façon de choisir des sujets pour que ça reste, qu'on ne tombe pas là-dedans, que ça reste, qu'on puisse le vulgariser. Et je pense aussi, un des changements qu'il y a ces dernières années, c'est que, mais c'est toutes les disciplines créatives, c'est traversé par beaucoup de problématiques sociétales et que nous, on a envie de traiter. Donc que ce soit la question de la durabilité, du genre, il y a les questions coloniales, il y a les questions, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Et toutes ces questions-là, le design, que ce soit de mode ou d'objets, les aborde. Et donc c'est vrai que nous aussi, quand on choisit des sujets sur le design, pour intéresser les gens, on se dit aussi, il faut montrer que ces problématiques-là, en fait, la création n'est pas fermée, enfin, qu'il y a des ponts et que les gens qui créent des objets pensent à ces questions-là. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est très important pour les gens de savoir qu'un bel objet, c'est bien, mais quel est le sens? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objets, il y a peut-être trop d'objets, il y a trop de vêtements. C'est quoi le sens? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos lecteurs, en tout cas qu'on essaye
véhiculer, quoi. Arun, tu veux ajouter quelque chose? Oui, donc effectivement, donc même chez nous, où on est un peu plus proche dans cette recherche, même chez nous, on a suivi un peu ce glissement un peu du centre de gravité du design. Donc c'est vrai qu'il y a déjà quelques années que le design d'objets et de meubles, c'est plus le moteur un peu de la pensée design. Puis on discutait tout à l'heure avec Séverine, donc on parle maintenant je sais pas, du digital design ou je sais pas moi, du design thinking. Même quand, par exemple, on a fait une interview avec Alexis, qui est en fait directeur de l'école et qui ont vraiment, pendant toute une génération, dessiné des objets, des meubles et tout ça. Et puis il dit, chez nous, en fait, plus personne n'est intéressé à dessiner des meubles. Bon, j'exagère un peu. Et puis, paraître dans des magazines, c'est plus le sujet. Donc, nous, on va empoigner des problématiques de fond, donc que ce soit donc, des problèmes environnementaux, climatiques ou d'autres. Donc, chez nous aussi, on suit cette tendance, mais aussi, comme on reste plus proche d'un certain milieu, donc celui de l'objet, donc nous, on cible un certain marché. On a suivi le développement d'autres designs. Par exemple, on parle de food design, on parle de design d'expérience. Donc, on sent qu'il y a ce glissement, on sent qu'il y a un changement donc, dans le fond, comment dire, de la discipline design. Et puis ça, c'est un des phénomènes intéressants donc, qui se passe aujourd'hui. J'ai aussi l'impression, enfin, c'est peut-être ce que je ressens quand je parle surtout avec des gens dans les écoles, mais j'ai l'impression qu'avant, un designer, le Graal, c'était d'aller dans l'industrie, quoi. C'était d'être produit par, je ne sais pas, Cassina, Vitra. Alors qu'aujourd'hui, et puis pour arriver là, peut-être on allait faire produire son prototype chez un artisan du coin, faire quelque chose un peu voilà, de plus artisanal, et qu'après, le but c'était dans l'industrie. Et qu'aujourd'hui, finalement, de faire son prototype, d'aller faire travailler des artisans à côté et d'en rester là, bah, ça suffit, en fait. Parce qu'il y a eu le geste, il y a eu la réflexion, il y a eu le créatif, et il n'y a plus forcément... Mais encore une fois, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressens peut-être aussi dans la mode, mais il y a peut-être moins ce fantasme de l'industrie, quoi. De la validation de marques, d'éditeurs... Et je pense, voilà, ça change aussi le regard qu'on porte, nous, sur le design. On se dit, bah voilà, on peut peut-être parler d'un petit projet. Et même s'il n'est pas chez B&B Italia, c'est pas grave, quoi. Et puis, pour saisir, du coup, cette évolution, est-ce que vous archivez tous vos articles? Il me semble que Le Temps le fait de manière générale. Je ne sais pas s'il le fait aussi pour le magazine Ouais. Le Thé. Ouais. Et puis, si c'est le cas, est-ce que vous avez pour objectif de les ouvrir aux potentiels chercheurs, aux institutions comme celle-ci Bah, en tout cas, on est souvent contacté par des écoles ou des étudiants qui font des workshops et qui aimeraient avoir le magazine, soit à titre consultatif ou pour travailler dessus. Et s'ils nous en font la demande, évidemment qu'on travaille volontiers avec toute personne qui a envie d'utiliser la presse pour réfléchir. Ouais. Nous, on archive aussi nos articles. Donc, après, donc ça dépend. Par exemple, quand on parle d'archives, il y a une façon d'accéder à des articles d'une certaine manière. Donc nous, on archive chez nous, mais comment on peut faire accéder le public? Par exemple, nous, on a plusieurs éditions de Design Days, d'Expo de Design, de rétrospectives de design, des portraits de designers. Puis il me semble que quand Patricia a été vous voir, il me semble, avec toutes les archives qu'on avait, vous avez discuté du principe qu'on puisse avoir quelqu'un pour vraiment archiver ça, pour le rendre public. Parce que pour être honnête, donc, tout à l'heure, on a présenté tous les événements qu'on fait, toutes les activités qu'on fait autour du design. Et puis ça nous prend pas mal de notre énergie. Ce qui fait que si on parle d'archivage dans le sens que, par exemple, si je clique sur le nom d'un designer qu'on a édité, qui a disparu du radar et qu'on a présenté en 2007,
et on n'a pas le moyen de le retrouver. Pourtant, quand on a fait dernièrement une rétrospective sur le design roman, tout ce qu'on a fait, on a découvert qu'il y avait plein de designers qui sont arrivés, qui ont produit, et puis tout d'un coup qui ont disparu, ou des expos qu'on a organisées, qu'on trouvait super intéressantes à l'époque. En fait, je parlerai de l'époque héroïque où il y avait vraiment des super expos. Tac, elles ont disparu, sorties de la mémoire. Donc, par exemple, si je prends l'expo In-Out qui a été faite par le MUDAC, donc sûrement le MUDAC a de bonnes archives. Je ne sais pas quel genre d'archives ou autant quel genre d'archives ils ont. Nous, on a l'archive de l'article, mais comment y accéder? Pour être honnête, à part celui qui a tous les magazines Espace Contemporain ou qui vient chez nous chercher, on n'a pas un outil. Et puis, quand on a discuté, on a senti vraiment le besoin que si on peut faire un travail ensemble, parce que nous, on ne pourra pas se payer quelqu'un qui puisse faire une base de données avec choses comme ça. Donc, je ne sais pas si... Bon, nous, on archive on a toutes les archives papier, mais on a aussi une base d'archives. Enfin, nous, dès que le magazine sort, il est archivé électroniquement, je veux dire, les PDF, tout ça. Mais pour parler de l'archive, peut-être plus indirectement, de créer un objet en papier que les gens auront envie de garder, c'est aussi un geste pour l'archivage. C'est-à-dire de faire en sorte de créer quelque chose, oui, que les gens ont envie de garder, de ressortir, de collectionner aussi peut-être, et de ressortir dans tant d'années. Je pense aussi qu'il y a des disciplines dans lesquelles les gens entrent par le magazine. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas, par exemple, la mode, si vous demandez à beaucoup de designers, il y a beaucoup de gens qui découvrent la mode ou qui ont découvert la mode par les magazines. Parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie intégrante de la création. Je ne sais pas si c'est le cas dans le design, mais enfin, je pense que c'est à ne pas négliger que aussi ce que font les gens avec leurs archives. On est tous un peu des archiveurs, quoi, en fonction de nos centres d'intérêt. Il y a le mot sens qui est revenu plusieurs fois. Là, on utilise le mot archive. J'ai utilisé avant le terme de conscience. Est-ce que, effectivement, dans la manière dont vous avez de garder trace, quelle qu'elle soit, de ce que vous faites et surtout des sujets que vous traitez, vous avez véritablement conscience de participer ou là aussi d'avoir un rôle à jouer dans la traçabilité de cette histoire du design en Suisse romande, à la mesure effectivement de vos magazines, de votre rôle, de votre métier. Mais est-ce que vous avez peut-être maintenant plus qu'avant, en tout cas, cette conscience effectivement d'avoir aussi un rôle comme celui du musée, comme celui de l'historien, de garder trace un tant soit peu de la pensée, de la réflexion du designer, du design, etc. Moi, je pense souvent à ça quand j'écris moi-même des papiers. C'est-à-dire, je pense à la même chose pour des gens dans les universités, mais quand je fais une recherche, je vais forcément voir ce qui a été écrit dans la presse. Parce que à partir du moment où on écrit un article, le jour d'après, on est déjà dans l'histoire. Et donc la presse, au même titre c'est une photo d'un moment donné de l'histoire. Et forcément, dans ce sens-là, on participe à un récit dans le temps long. Et on est juste tous des fragments, quoi. C'est comme ça que j'ai envie de le voir. Ouais. En tout cas, donc cette question de notre rôle ou de vocation de constituer des archives et d'avoir une mémoire et de construire de participer à ce narratif. Donc ça nous a toujours habité depuis notre lancement. Mais encore une fois, donc on a beaucoup d'infos, on a beaucoup de matière, donc ça reste chez nous, mais on n'a pas les moyens que de grands groupes de presse ont, et puis surtout l'historique. Donc quand même, ça nous fait 20 ans, on a constitué des archives. Puis d'ailleurs, quand Patricia a été vous voir, et puis on a sorti nos archives, donc là il y a 2,5 gigas d'articles que sur du design roman. Ça, c'est à part toutes les photos donc, des designers, on les a vus grandir, ou des choses qui ont été créées, qui ont disparu. Donc, elles sont dans nos archives. Et puis on sent toute la matière qu'on a. On le sait parce qu'on a eu l'occasion de la sortir.
Mais pour dire que non, il nous faut un travail de fond puis ça, si on arrive à le faire ensemble, nous, on serait vraiment très, très heureux. C'est un peu l'objectif de ces rencontres. Hein, tout ce projet des archives du design roman, c'est une mise en réseau de fragments. Vous avez parlé de fragments, effectivement, de cette histoire. On a tous un fragment de nos institutions, nos archives, etc. Mais c'est comment réunir le tout maintenant pour avoir une sorte de portrait plus ambitieux dans le sens de complet. En tout cas, je trouve l'initiative vraiment admirable. Franchement, bravo pour cette initiative. Je trouve génial. Donc, et puis, en tout cas, pour nous, quand on a entendu parler du projet, on était vraiment très enthousiastes. Et puis, en tout cas, c'est super bien. Ouais. Mais ce que je trouve, j'imagine que c'est des questions que vous avez déjà posées dans d'autres tables rondes, mais parce que c'est intéressant de travailler avec des musées, mais la question du design roman. Est-ce que le design roman existe ? Je veux dire, il existe des designers en Suisse romande. Est-ce que formellement, est-ce que dans l'approche, est-ce qu'il y a un design roman ? Peut-être c'est des questions aussi qu'on devrait poser dans la presse. Et peut-être qu'en y répondant, ça crée aussi une archive. On a posé dans le dernier magazine. Oui, je l'ai pas lu, désolée. C'est une question qui revient périodiquement lorsqu'on parle de design national, de quelques nations qu'on évoque. C'est comme le style. Y a-t-il un style suisse en design ? Y a-t-il véritablement un style suisse en typographie, etc. De mon côté, je suis plutôt partisan de penser qu'il y a du design en Suisse, il y a du design en Suisse romande, etc. Plutôt qu'une notion de style ou d'appartenance effectivement particulière. Donc, mais là aussi, c'est des questions qu'il faut à chaque fois remettre sur le chantier, parce qu'il y a des périodes qui sont différentes. De parler du design, effectivement, dans le canton de Vaud en 2000, et en parler aujourd'hui en 2024, on ne parle pas du même objet, aussi parce que la définition du terme design n'est plus uniquement affiliée au design industriel, mais recouvre des formes multiples, effectivement, oui, jusqu'à la mode, jusqu'au bijou, mais aussi jusqu'au design thinking, aux questions de durabilité, de design numérique, etc. Donc effectivement, on ne parle plus tout à fait du même objet, et donc on doit à chaque fois revenir, effectivement, si on parle de national, est-ce qu'on parle de design roman ou de design en Suisse romande ? Est-ce qu'on parle de production ? Est-ce qu'on parle de création ? Est-ce qu'on parle de diffusion ? Donc voilà, tout ça, à chaque fois, ça doit rentrer dans des espèces de grilles avec abscisse et ordonnées et d'étudier un peu les courbes que ça donne. Mais c'est vrai que les cases qui existent sont parfois compliquées. Si je prends la presse, vous prendrez n'importe quel quotidien du New York Times ou Washington Post en passant par Le Temps, le design ou la mode, c'est toujours rangé dans style. C'est pas dans les rubriques culture. Il y a quand même une question sémantique à se poser, assez fondamentale, quoi. Et à mon avis, qui n'est pas posée. Mais c'est pourquoi, en fait. Parce que, comme je disais avant, c'est de la culture, comment on vit son intérieur, comment on se vêtit. Mais pourquoi est-ce que dans les grands médias du monde entier, c'est considéré comme quelque chose d'autre que la culture ? Je pense qu'il y a un glissement là, à mon avis, qu'il faut interroger. Ouais. Et c'est des questions qui on va dire, interrogent le musée. Et un musée de design comme le nôtre, effectivement, qui a beaucoup présenté d'expositions d'objets, aujourd'hui se positionne aussi sur des questions qui dépassent largement l'objet et qui viennent plutôt sur des concepts, des idées. C'est pour ça que le MUDAC fait beaucoup d'expositions thématiques et peu d'expositions monographiques, finalement, parce que c'est un peu plutôt la question du sens, du storytelling qui nous intéresse, ou aussi comment des créateurs liés aux différentes formes de design répondent à des préoccupations d'actualité. Et c'est ça où effectivement l'institution évolue aussi, puisque alors, dans une autre table ronde, on a étudié aussi un peu l'histoire du MUDAC. Le MUDAC, il remonte à la fin du 19e siècle. C'était d'abord un musée de design industriel, enfin d'art industriel. Ensuite, c'est venu aux arts décoratifs et aujourd'hui au design. Mais le MUDAC de la maison Godard à la cathédrale n'est pas le même que le MUDAC à Plateforme 10, ni dans sa forme, ni dans son fond, ni dans ses ambitions de recherche sur ce qu'il considère être le design aujourd'hui. Donc c'est une matière en perpétuel mouvement, redéfinition. Effectivement, cette question dans la revue, je trouve elle est extrêmement intéressante et prégnante. C'est souvent dans le style
et non pas dans la culture. Et c'est peut-être quelque chose qu'on pourra rebondir avec l'Office fédéral de la culture tout à l'heure, effectivement, sur l'acceptation effectivement, de ce design dans un champ spécifique et particulier, parce qu'on reste quand même dans de la création, à quelque part, au même titre que des arts visuels ou que de la photographie, etc. Je vais peut-être passer maintenant la parole aussi au public, s'il y a des questions parmi vous que vous aimeriez poser à nos invités. Ou les invités suivants qui aimeraient peut-être. Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Non, je pense juste rebondir sur cette question de est-ce que c'est si important de savoir si on est dans le style et dans la culture, c'est un peu comme est-ce que c'est si important d'être roman. Quand je vois ce dont on parle, est-ce que Big Game c'est des romans parce qu'ils sont basés là, ou est-ce que le fait qu'ils soient belges, c'est juste pour un spoiler de la discussion d'après, je pense qu'à l'étranger, tout le monde s'en fiche de savoir si on est roman ou pas. Déjà, être européen est un défi aujourd'hui. Être suisse dans un deuxième temps, ça l'est aussi. Roman, je pense, je ne minimise pas l'importance du niveau du terroir, de s'interroger, et c'est le musée, mais de savoir si on est roman ou pas, effectivement, je ne sais pas lequel d'entre nous dans la salle se définit en premier quand il se présente comme « Bonjour, je suis roman ». Je pense que c'est une notion qui est très particulière, parce que moi je suis lausannois ou suisse, mais pas roman. Donc je pense qu'il y a effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette chose de roman? Est-ce que c'est important de l'être? Et que médiatiquement, effectivement, je pense que le New York Times dont on parlait, même si dans le style, personne dira l'incroyable designer roman sort quelque chose. Donc est-ce que, même dans ce qui est devenu la porosité dans la définition du design, de l'ancrer dans un territoire aussi défini, c'est un paradoxe, y compris du point de vue du musée? Oui, je dirais quand même que je suis complètement d'accord avec toi, mais de ranger le design ou d'autres disciplines sous l'étiquette style ou culture, ça fait une différence parce que c'est dans le traitement du sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas traiter un sujet de culture, c'est pas du tout traité de la même façon que quand tu penses que c'est un sujet de style. On a tendance à penser que quand c'est dans le style, c'est peut-être un peu plus superficiel, ça excuse un peu de paresse. Mais par contre, de dire, voilà, on met le design ou la mode sous la même bannière que le cinéma ou la littérature, je pense quand même que c'est un geste assez fort. Comme la gastronomie. Comme la gastronomie, absolument. En fait, disons, c'est intéressant, la question de l'identité, elle revient souvent, donc on l'a eu dans le cadre d'une autre discussion. Et puis je pense que Marco a déjà répondu, donc ce n'est pas du design roman, mais du design en romandie. Après, disons, parler du design roman, donc disons que nous, en tant qu'espace contemporain, je me rappelle très bien, donc dans les premières interviews, les premières tables rondes qu'on a organisées, une des tables rondes s'appelait « Est-ce que le design roman existe ?» Et puis bien sûr, ce qui était autour de la table ronde, ce n'étaient pas les super spécialistes qui pouvaient répondre à la question. Mais ce qui était important dans le fond, ce n'était pas si le design roman existe ou pas. C'est comment donner cœur à une génération de créatifs, à une génération de producteurs, à un environnement social et culturel. Et puis c'est par la conscience, quand tu prends conscience de ce corps-là, qu'il commence à exister. Et puis, mais on est d'accord que, moi je m'appelle dans toutes les interviews que je faisais, j'ai rencontré un designer, ok, vous êtes un designer anglais, et puis il a tout de suite du tac au tac, non je ne suis pas un designer anglais, il n'y a pas de designer anglais ou américain ou français, il y a design. Et puis surtout dans les années 90, on voulait vraiment effacer les frontières. On voulait plus dire qu'il y a les designers italiens, surtout qu'on savait que pour les maisons italiennes, c'était pas mal des designers du Nord, des Anglais ou des Danois qui dessinaient chez Cassina. Donc la question ne se posait plus. Donc c'est plutôt une identité de quelque chose qui existe, qui est là. Donc je ne sais pas qui a parlé de terroir ou de terreau. Donc oui, c'est peut-être dans ce sens-là. Et puis c'est intéressant de la poser. Après, la question du champ du design, et puis là, je suis d'accord, donc Séverine a parlé de sémantique. Donc de toute façon, si on va rester dans les mêmes approches des choses, donc le design a vraiment débordé donc le champ lexical. Donc on a parlé design thinking, digital design, design d'expérience, design machin. Et puis
Donc à quel moment encore on va continuer à dire que le design, c'est un design d'objets ou de meubles? Donc même donc dans une interview qu'on avait faite d'Alexandra Midal, elle disait que le drame a été de faire du design une discipline affiliée aux arts déco. Ou disons, en fait, c'est comme si le design, c'était la suite de l'histoire des arts décoratifs. Or, le design est tellement beaucoup plus large. En fait, le design, c'est un processus. Donc, et puis, on le voit aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de rejoindre sa vocation initiale, c'est-à-dire celle c'est plutôt une manière de faire. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de design d'expérience, et pas seulement design d'objets ou de digital design, etc. Même le design thinking, à la base, c'est comme quand on a commencé à parler aux architectes d'architecture durable, les architectes étaient remontés. Ils ont dit, mais l'architecture a toujours été durable. C'est quoi cette invention d'architecture durable? Donc on peut faire la même chose avec le design thinking. Mais à quel moment il y a du design thinking et du design? Le design a toujours été du design thinking. Donc c'est juste une question de temps, de sémantique ou d'autres aspects. Je vais juste revenir sur cette question effectivement du roman, encore une fois. L'interrogation du MUDAC, elle provient du fait qu'au moment où on a déménagé et qu'on est passé d'un musée de la ville de Lausanne à un musée cantonal, on nous a imposé d'ajouter le mot cantonal dans notre nom. On est désormais le musée cantonal du design et d'art appliqué contemporain. Alors on n'a pas rajouté le C dans l'acronyme parce que ça devenait très compliqué. Mais du fait, voilà, subitement, on était plus ou moins la même institution, mais on devenait cantonal. Est-ce que ça changeait quelque chose dans notre perception ? Et au moment où je prends la direction du musée, c'est aussi s'interroger dans quel territoire mon musée opère. On est le seul musée de design en Suisse romande. On a des homologues à Winterthur et à Zurich. Et donc se dire, on est quand même sur un territoire particulier. On a cité plusieurs fois l'ECAL, on peut citer aussi la aide. Il y a eu des écoles privées, il y a aussi de design en Suisse romande. On a un territoire particulier à Suisse romande. Alors, au début, je dis, tiens, est-ce que je fais l'histoire du design dans le canton de Vaud? Du moment que je suis cantonal et qu'on m'impose le terme de cantonal, est-ce que je fais l'histoire du design dans le canton de Vaud? Mais très vite, enfin, tout ça, ça devient une histoire un peu tronquée, un peu absurde. Et donc, de s'interroger plutôt sur le territoire roman, francophone, et d'essayer de comprendre pourquoi cette région de la Suisse a vu une telle émergence de haute école, d'ateliers de designers, de production de diffusion. On a parlé aussi de galeries ou d'éditeurs, etc. Pourquoi ce terrain particulier est devenu subitement un terreau, une sorte de zone un peu privilégiée pour l'émergence de certaines formes de design. Pas pour toutes, mais quand même pour pas mal de formes de design. C'est là où est né finalement ce projet de design roman. C'est effectivement pas pour définir on a un style roman et puis on va hisser le drapeau de la Romandie encore à créer, mais de plutôt se demander mais pourquoi effectivement ce territoire depuis la fin du 19e est devenu pour l'horlogerie, pour le design industriel, pour le graphisme si important et avec des spécificités qui sont somme toute assez différentes de forme en Suisse alémanique par exemple et voire totalement absentes au Tessin. Et donc, c'est essayer de comprendre cette histoire particulière sur un territoire qui nous semble déjà assez grand à gérer. Donc, on s'est dit, bon, on va peut-être pas faire toute la Suisse, on va déjà essayer de gérer la partie francophone et effectivement de se lier à une langue nationale par rapport à cette étude. Ça nous permet de circonscrire aussi une sorte de mentalité autour de la création, de la diffusion du design. Donc, l'idée du projet, elle est née ici. Après, effectivement, il y a des débordements, parce qu'il y a le canton de Fribourg, il y a le Valais, il y a Berne aussi, qui sont des cantons souvent bilingues. Donc voilà, la Suisse romande, elle a des frontières qui ne sont pas forcément attachées aux frontières des cantons eux-mêmes, mais qui se superposent à une sorte de cartographie cantonale et qui, à mes yeux, justifie effectivement de s'interroger sur le design en Romandie ou le design roman. Ça, c'est effectivement les années et les recherches qui vont finalement pouvoir se mettre en place suite à toutes ces rencontres, qui pourra y répondre ou au contraire effectivement faire une contre-proposition ou montrer qu'il y a des limites, etc., etc. Mais ceci dit, si je peux me permettre, quand je parle avec des gens à l'étranger, enfin notamment à Paris, j'ai quand même l'impression, je ne sais pas si le design roman existe, mais il y a une conscience quand même à l'étranger que, comme vous dites, il y a un terreau, en tout cas géographique, où il y a une concentration particulièrement forte
de créativité et ça, je pense qu'il y a quand même une conscience de ça à l'étranger, sans forcément parler de style ou quoi, mais c'est dit, tiens, c'est marrant, dans ce petit pays, dans cette petite région, vous avez beaucoup de choses qui se passent. Parce que si on prend une ville comme Besançon, pour prendre une ville de taille comparable, bah, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et nous saluons tous les gens de Besançon. Oui, j'ai rien contre Besançon. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque dans le public? Non, mais ce qui est intéressant, alors je trouve ça effectivement le point d'interrogation sur existe ou pas, je trouve ça passionnant, c'est un peu provocateur avant. Ce qui est intéressant par contre, c'est de ne pas citer les PFL et la microtechnique dans ce qui fait la spécificité. Parce qu'un regard de maîtrise, je pense qu'il y a une approche qui est pas sur le design, enfin, c'est un peu galvaudé design thinking, mais l'approche technique de délivrer quelque chose qui va un peu dans le paradoxe par rapport à la question du sens, mais le fait d'avoir des artisans qui produisent, d'avoir l'ensemble de la chaîne, que les matériaux soient innovants, c'est que le design il déborde même. Enfin, une impression un peu diffuse que je peux avoir, c'est que la proximité entre les PFL et les cales, et je ne parle pas que de les PFL et les cales là, mais la proximité géographique ou ce rapport-là de la technicité, on la retrouve quand même, et ça revient à l'objet quand même, les objets ne sont pas totalement désincarnés. J'entends bien le fait que désormais le design est plus ou moins, mais il y a quand même à la fin des objets qui sont édités parfois, qui ont une approche romande, alors je dirais même suisse, mais dans ce fait d'avoir plusieurs disciplines qui travaillent entre elles, qui est moins puriste que l'italienne, qui est quelque chose de beaucoup plus baroque, et tout le reste sur ça. Mais je pense que cet aspect-là, et que les PFL devraient avoir sa place sur la carte. Je n'ai pas vu les détails de la carte, mais c'est vrai que c'est ce qui contribue au design, la densité du terroir roman du design. Sans doute, c'est aussi une partie de ces écoles qui ne sont pas de design a priori, mais comme pour le jeu vidéo, le fait d'avoir du computing à l'EPFL, ça nourrit ça, et que les matériaux, ça nourrit aussi. Bah c'est une très bonne remarque parce que alors, la carte qu'on a mis là-bas, elle n'est pas complète. Hein. Vous avez peut-être vu, on ajoute des choses au fur et à mesure. Et le rôle de l'EPFL, il est évidemment extrêmement crucial. En tant que tel, ce n'est pas une école de design, mais qui a un lien très fort. Et on le démontrera notamment dans la prochaine exposition du MUDAC, où il y aura pas mal de projets qui sont faits aussi en collaboration avec l'EPFL. Mais il faudrait ajouter aussi le département d'architecture. C'est aussi pour ça que le MUDAC actuellement aussi commence à élargir un peu ses champs de recherche et d'application, notamment soit en collaboration avec les hautes écoles type EPFL ou écoles d'ingénieurs, mais aussi avec le département d'architecture, puisque l'architecture est aussi une forme de design à l'échelle du territoire cette fois. Alors on dépasse celle de l'objet, mais le bâti, l'espace commun, l'espace partagé. Et donc on passe finalement d'une production pour individus à des espaces pour individus au pluriel. Et donc tout ça fait aussi partie du design sur les questions urbanistiques, les questions technologiques liées aux écoles. Donc évidemment que tout ça, effectivement, il aurait fallu faire plusieurs cartes avec effectivement ce qu'on entendait par design, je ne sais pas, en 1900, ce qu'on entend par design en 1940, en 1960, 80 et aujourd'hui. Et on verrait effectivement là aussi beaucoup plus de centres présents, non pas parce qu'il y aurait eu plus d'écoles de design, mais parce que le sens aurait été plus large et que d'autres écoles du coup se retrouvent dans ce périmètre effectivement d'acceptation et de partenariat finalement de création commune pour tel ou tel projet, puisqu'aujourd'hui c'est quand même assez rare qu'un designer soit entre guillemets solitaire et autosuffisant dans sa production. Il y a évidemment tout un microcosme soit d'artisans, soit de producteurs, soit de techniciens ou d'ingénieurs qui viennent contribuer à leur échelle sur certains aspects du produit. Mais, pardon. D'autres du point de vue de la presse, oui. Je ne sais pas chez toi, mais traiter de la question du matériau, c'est compliqué. Parce que ça devient vite très technique. Et alors pour accrocher des gens qui ne s'intéressent pas au design a priori là-dessus, en général, tu les perds après 3 lignes. Donc c'est aussi le défi, parce que je suis complètement d'accord, c'est très important. Mais comment on fait passer ça, en tout cas pour moi, pour nous, dans un média généraliste, c'est compliqué. En fait, on est d'accord que le rôle d'ingénieur, de l'innovation, surtout quand on parle de PFL, donc quand on parle de Suisse romande, bien sûr, donc si on va citer les grands centres où il se passe quelque chose,
on ne peut pas ne pas parler de PFL. Et puis d'ailleurs, la création de PFL, l'École Design Lab, est née à cette période charnière où il y avait un Pierre Keller, il y avait un design qui était un champ culturel ou une discipline à part entière, et puis où les ingénieurs disaient on a besoin de designers pour penser à quelque chose. Le PFL École Lab est né, mais après, le design lui-même s'est développé, et puis il a couvert plein d'autres champs. Et puis non, il est vrai qu'on est beaucoup moins dans l'objet. D'ailleurs, Nicolas Anchaud, à un moment donné, la première période de PFL École Lab, il produisait des objets, et puis il parlait de toutes les approches disruptives, etc. Mais depuis quelques années, donc il dit que l'innovation et puis la création, c'est des créations d'expériences, des créations donc de relations, de communication. Donc il était moins dans l'objet. Donc on est au courant que les choses ont changé. Même d'ailleurs, si on prend les designers de l'école, même eux aussi, ils ne sont plus dans l'objet, ils sont dans la création d'autres choses. On se dématérialise et puis les designers suivent cette tendance. C'est pour ça que je dis que le design a envahi le champ lexical parce qu'il couvre plein d'autres domaines. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première table ronde de l'après-midi. On va faire une dizaine de minutes de pause pour libérer nos invités et inviter les prochains. Donc, restez ici, on continue de discuter. Je resterai sur peut-être le dernier mot de Séverine. C'est compliqué, oui. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on partage tous, qu'on discute, qu'on renégocie peut-être aussi certains paradigmes liés au design qui se rejouent à chaque fois. Donc, merci à nos invités. On fait une petite pause et à tout de suite pour la deuxième table ronde. Merci.